En 1939, donc, arrive la guerre. Et là, mon père, que je voyais toujours, me présente à Raoul Dautry pour que j'entre au cabinet de Dautry. Mais j'estimais que faire de la politique en temps de paix, c'était bien, mais en temps de guerre, un garçon de mon âge n'avait qu'à se mobiliser. J'ai donc refusé le poste de Dautry et je suis parti à l'armée, où j'ai suivi le curriculum de la plupart des jeunes Français à l'époque, c'est-à-dire que mon unité a été cantonnée sur la frontière suisse d'abord, à Besançon, puis du côté de Mèche, dans le Jura, où j'ai passé surtout mon temps à faire de l'agriculture. Et puis, en mai 1940, nous avons été transportés sur le front, enfin en direction du front. Et là, notre unité a commencé le long recul qui a été celui de toute l'armée française à l'époque. J'avais un colonel très gentil avec qui je faisais de la recherche de renseignements et puis accessoirement j'étais popotier, c'est-à-dire que je préparais la nourriture pour le groupe d'officiers que nous étions. Et un jour, nous passons devant une sorte de prairie où on était en train de faire sauter des tanks. Et c'était les tanks de l'armée française qui étaient flambant neufs et qui n'avaient jamais servi, que l'état-major gardait probablement pour 1942. Et alors, mon colonel me dit « Ah, si De Gaulle voyait ça ». C'est la première fois que j'entendais parler de De Gaulle. Plutôt pas exactement la première fois, parce que déjà, ma mère m'avait envoyé, quelque temps avant, des coupures de journal dans lesquelles on parlait de De Gaulle. Mais je n'ai pas fait spécialement attention. Et puis, nous avons reculé jusqu'à Confolens, dans le sud-ouest. Et là, nous avons été démobilisés. Alors, je ne savais pas trop quoi faire. Je ne savais pas où était ma femme. Finalement, je l'ai retrouvée. Elle était partie dans notre propriété de Vence, dans les Alpes-Maritimes. Et je me suis installé là pendant 1 an ou 2. Et à ce moment-là, je n'avais pas spécialement l'idée de retrouver De Gaulle. Mais nous avons commencé à parler avec des gens du pays. Et j'ai été reçu par un ami qui lui avait l'idée de faire ce qu'on pouvait pour appuyer De Gaulle et la résistance. Enfin, on n'appelait pas encore ça la résistance. Seulement, il n'y avait aucun lien possible avec Charles de Gaulle, parce que il n'y avait aucun envoyé et on ne savait pas du tout ce que faisait cette France libre installée à Londres. Puis il y a eu l'affaire de Bercel-Kébir, qui a été une grande division des Français. Et moi, j'ai
appuyé plutôt De Gaulle à l'époque. Et un jour, nous avons reçu la visite d'un officier polonais qui venait demander si quelqu'un pourrait l'aider à organiser un système de renseignement dans le pays. J'étais d'accord et j'ai donc travaillé pendant plusieurs mois d'accord avec cet officier polonais. Mais ce n'était pas exactement ce qui me convenait parce que j'étais pas bien organisé habitant dans dans cette villa de Vence pour avoir des renseignements. Et puis, un jour, on a reçu une autre visite chez ses amis, c'était celle d'Henri Freinet. Le capitaine Freinet, vous voyez son physique, carré, des yeux bleus, personnage souriant et énergique, et après m'avoir parlé pendant une heure, il déclara que je pouvais prendre la direction de son mouvement dans les Alpes-Maritimes. J'ai sursauté parce que je disais, si c'est pareil partout comme ça, on ne va pas être très costaud. Et effectivement, c'était partout pareil, comme ça, c'est-à-dire que c'est comme ça que Freinet dégageait les cadres de son organisation qui devait devenir combat, qui s'appelait à ce moment-là le Mouvement de Libération Nationale. Et j'ai dit, bon, j'ai commencé à recevoir des paquets de journaux que l'on recevait par le train, ce qui fait qu'il fallait se procurer des intelligences dans une gare, et on allait prendre le paquet de journaux quand nos intelligences nous disaient qu'il n'y avait pas de danger. Et c'est ainsi que ça s'est passé pendant toute la guerre. Et les journaux étaient ensuite distribués, et peu à peu, comme ça, nous avons créé une organisation dans la région. J'avais comme collaborateur un garçon que j'ai retrouvé plus tard, puisque nous avons été ensemble en camp de concentration. Il s'appelait Hervé Thierry, c'était le fils du colonel Thierry, qui était un ami des personnes chez qui j'avais rencontré Freinet. Et d'autres que j'avais recrutés moi-même, dont l'un c'était un directeur d'une usine de pâtes qui s'appelait Comboul, Raymond Comboul, et qui avait été officier interprète dans l'armée britannique et qui était tout à fait dans nos idées. Et un autre, enfin, qui était Philippe Monod, avocat anglo-américain, puisque sa mère était américaine, et qui est devenu l'organisateur de la résistance dans la région de Cannes. Et enfin, ainsi, nous avions de proche en proche, on recrutait, trouvait des gens, et on n'avait naturellement pas d'armes. Et c'était une des grandes choses que nous reprochaient nos militants, car à l'époque, l'Intelligence Service, qui essayait d'organiser quelque chose en dehors des gaullistes, fournissait à ses adhérents des mitraillettes qui étaient apportées par sous-marins dans la baie de Cannes. Et là, de temps en temps, naturellement, nos propres troupes
nous quitter pour aller rejoindre les gens de l'IS, puisque là, au moins, il y avait de l'armement. Et ça a duré comme ça pendant quelques mois. Plus tard, c'est-à-dire au début de 1942, Freinet, qui était installé à Lyon, qui avait son PC, insistait beaucoup pour que je vienne le retrouver et lui donner un coup de main là-bas. Et comme j'étais un peu trop repéré et que la police, quand elle arrêtait nos adhérents, demandait souvent qui j'étais, ce que je faisais, etc., je me suis dit qu'il valait mieux que je quitte le pays. Et j'ai été donc m'installer à Lyon, où je suis resté pendant plusieurs années. Et à Lyon, j'ai commencé par habiter chez des gens ramassés comme ça par hasard. Et puis, au bout d'un certain temps, j'ai logé dans une famille tout à fait charmante qui était la mère du général Brosset des Forces françaises libres, qui est mort malheureusement d'un accident de voiture un peu plus tard. Et donc, Madame Brosset, son autre fils, dans cette famille, je me sentais tout à fait chez moi. Quand ma femme arrivait à venir dans le pays, elle venait aussi habiter là, ce qui fait que c'était une vraie famille. Et ainsi se passe toute cette année 1942.